On va faire notre petite prière de début en élevant nos pensées vers Dieu notre Père, qui, de son infinie miséricorde, nous envoie des esprits élevés, des guides spirituels pour nous assister. Les guides spirituels de chacun d'entre nous, ou alors des missionnaires, comme était Jésus, Kardec, Léon Denis, Chico Xavier et tant d'autres, pour venir nous aider à comprendre les lois naturelles, notamment celles qui gouvernent le monde spirituel, les lois morales, et nous aider à surmonter les difficultés du quotidien. Et c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui, pour élever nos pensées, pour étudier un autre aspect de ces lois morales, que nous puissions bien comprendre ces enseignements, faire le maximum pour les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous, et aussi que ces enseignements puissent être utiles pour tous les esprits qui peuvent être avec nous ce matin, partout où ils se trouvent ou dans nos domiciles respectifs. Voilà. Voilà, Audrey qui est arrivée. Donc, je vous montre ici à l'écran le programme du premier semestre, juste pour voir là où on s'était arrêté. Donc, on avait vu toutes les questions générales sur le spiritisme, l'existence de l'esprit, la survie, la communicabilité, la médiumnité, la réincarnation, la pluralité des mondes habités. Et on avait démarré les lois naturelles, lois divines ou naturelles, donc, qui sont essentiellement les lois de morale. On avait vu donc en juin la question du bien et du mal. On a vu aussi la loi d'adoration, qui est la prière qu'on vient de faire. On a vu la loi de liberté, qui est une des lois assez fondamentales. C'est ce qui distingue l'être humain des autres, des animaux, par exemple. Les animaux suivent leur instinct et alors que l'être humain, on a aussi des instincts, mais comment dire, on a cette liberté de choisir ce qu'on veut, et notamment d'ailleurs entre le bien et le mal. Ça marche dans les deux sens. C'est le libre arbitre donc, qui se développe au fur et à mesure de notre évolution. Plus on évolue, plus on est libre. Mais liberté qui est aussi associée à la responsabilité, c'est-à-dire on peut faire ce qu'on veut, on peut choisir ce qu'on veut, mais à la fin, on est responsable de ce qu'on aura choisi. Voilà, et de ce qu'on aura fait. Voilà. Et c'est comme ça qu'avec cette liberté, avec les choses qu'on fait bien, on sent les réactions bonnes qui reviennent. Donc ça, et les choses qu'on fait mal, ou le mal qu'on peut pratiquer, finit aussi par la loi d'action et de la réaction par revenir sur nous. Et donc, c'est ça qui nous aide à comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, plus on est évolué, plus on est libre. Et plus on est libre, plus on évolue. Voilà. Donc, je vais passer au programme de ce deuxième semestre, donc qui commence aujourd'hui, le 4 septembre. Et donc, on va voir les lois, les fameuses 10 lois morales l'une après l'autre. Et donc, après la loi de liberté, aujourd'hui, on va voir justement cette loi, la loi d'évolution, qui est aussi une loi fondamentale parce que ça nous donne un but dans la vie. On sait pourquoi on est incarné, quel est le but de la vie. Et donc, ça nous permet de travailler pour avancer le plus et le mieux possible dans ce sens. Et vous voyez que dans les semaines qui viennent, on verra les autres lois morales, les lois naturelles, qui sont donc la loi de société. Voilà, l'homme est fait pour vivre en société, pas en ermite. La loi du travail, qui est aussi nécessaire à l'évolution. La loi de destruction, qui est une loi assez, comment dire, ça peut choquer de dire pourquoi est-ce qu'il faut détruire, et donc ça nous explique que la destruction, c'est une transformation. La loi de conservation, donc c'est quelque chose de fondamental aussi. La loi d'égalité,
la loi de reproduction, la loi de justice, d'amour et de charité, qui est donc la dernière qu'on verra. Et ensuite, on terminera, comme vous avez vu, par d'autres considérations sur la philosophie spirit, la perfection morale, donc il y a une application de la loi de justice, d'amour et de charité, les espérances et consolations, c'est le livre 4e du livre des esprits, la vie dans le monde spirituel, donc le phénomène de la mort et qu'est-ce que font les esprits, quelles sont les relations dans l'au-delà, les phénomènes d'émancipation de l'âme, et on terminera donc le 18 décembre, juste avant Noël, avec le mouvement spirit. Donc, tous ces cours sont dans le fascicule que je vous ai remis là sur le groupe Skype, qui correspond aux 3 volumes qu'on avait avant, mais c'est condensé pour que ça tienne en un an. Il y a 42 leçons, si je me rappelle bien. Donc, ça tient en une année. Si on commence en septembre, on terminera en juin. Si on commence en janvier, on terminera en décembre. D'accord? Et bon, pourquoi on a fait ça? Parce que l'autre cours, en 3 volumes, c'est bien, ça rentre un peu plus dans le détail sur pas mal de points, mais ça dure 3 ans, et donc 3 ans pour aujourd'hui, ça fait un peu long. Les gens préfèrent des choses qui sont plus courtes et plus objectives. Voilà. Donc, on va attaquer la loi du progrès. La loi du progrès, je ne me suis pas mis sur la bonne page. Alors, loi de liberté, loi du progrès. Nous y voilà. Voilà, donc c'est pour comprendre en fait d'où on vient et où on va. Donc, c'est le progrès, en fait, c'est le but de la vie. Kardec en parle beaucoup, Léon Denis en parle beaucoup. C'est vraiment ça qui nous donne une vision voilà, pourquoi on est là sur la Terre, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, dans quel sens il faut qu'on avance, vers quoi il faut qu'on concentre nos efforts, etc. Voilà. Le but de l'incarnation, en fait, c'est l'évolution. D'accord. Alors, le progrès se distingue en 2 classes. Donc, il y a le progrès moral et le progrès intellectuel, comme on le verra. Donc, le fameux quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Bon, même s'il y a des discussions sur la validité de ces quotients, l'idée de base, elle est là. On va identifier quels sont les plus grands obstacles au progrès, notamment le progrès moral, et expliquer comment le spiritisme peut contribuer au progrès de l'humanité, de l'être humain. Et donc, à la question 785, donc la loi du progrès, la majorité des références, c'est le livre des esprits, livre 3e. Donc, il y a un chapitre sur la loi du progrès. Et donc, dans ce chapitre, vous trouverez la question 785, dans laquelle Kardec fait commente en disant qu'il y a 2 espèces de progrès qui se prêtent un mutuel appui et pourtant ne marchent pas de front. C'est le progrès intellectuel et le progrès moral. Alors, le progrès intellectuel, c'est le progrès de l'intelligence, et le progrès moral, en gros, c'est progresser vers la bonté, vers ce qu'on appelle l'homme de bien. Et donc, quand vous regardez la télé, les infos, vous regardez un peu autour de vous, dans la famille et tout, vous vous rendez compte que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus avancés en intelligence que d'autres, qui ont plus de facilité, qui ont mieux réussi dans leurs études, qui résolvent les problèmes techniques ou intellectuels plus facilement que les autres. Donc, c'est ce qu'on appelle le progrès intellectuel. Les professeurs, ceux qui savent, voilà, et qui enseignent, qui transmettent par l'instruction toutes ces connaissances intellectuelles aux élèves dans les écoles, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le progrès intellectuel par l'intelligence, etc. Mais il y a aussi le progrès moral. Le progrès moral qui, comme Kardec dit, ne marche pas toujours de front. Donc, c'est les personnes qui sont bonnes, c'est des personnes qui
qui font pas de mal, qui sont toujours bienveillantes, qui sont toujours prêtes à aider, qui sont toujours gentilles, fraternelles, calmes, etc. Donc, c'est comme ça qu'on mesure le progrès moral. D'accord? Alors, Kardec dit qu'il ne marche pas de front. Pourquoi? Eh bien, voilà. Alors, observez autour de vous. Vous verrez qu'il y a des gens très intelligents, mais qui sont mauvais. Je ne veux pas citer d'exemples, mais je pense qu'il y en a spontanément pas mal qui vont venir à l'esprit. Donc, ce sont par exemple des gens qui utilisent leur intelligence pour le mal, qui utilisent leur intelligence pour faire des armes, pour faire des guerres, qui utilisent leur intelligence pour corrompre, pour faire des dictatures, hein, qui utilisent leur intelligence pour exploiter le peuple. Hein. Il y en a malheureusement encore énormément sur la Terre. Donc ça, ce sont des gens qui ont l'intelligence, mais qui n'ont pas encore la moralité. D'accord? Après, vous avez à l'inverse des gens qui sont très, très bons, très, très serviables et tout, mais au niveau intellectuel, ils ne sont pas forcément aussi avancés. Hein. Ce sont des bons serviteurs, des chevaux de trait, comme on dit, hein, des gens, des collaborateurs qui seront fidèles, serviables, utiles, consciencieux, etc. Mais à qui il manque l'intelligence, donc qui ne seront pas, comme on dit, des foudres de guerre. Hein, vous voyez, des gens qui feront le bien, mais avec les limitations intellectuelles qu'ils ont. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui sont évolués intellectuellement, mais pas moralement, et vous avez des gens qui sont évolués moralement, mais pas intellectuellement. Après, en continuant sur cette logique binaire, entre guillemets, hein, de élevé ou pas élevé, on peut trouver encore deux autres catégories. Hein. La troisième catégorie, c'est ceux qui sont ni intelligents ni bons. Hein. Bon, ça, ce sont des cas sociaux. Hein. Si on ne peut pas trop compter sur eux, il faut plutôt les encadrer, les aider, etc. Mais comme il leur manque l'intelligence, ils n'arriveront pas vraiment à faire du mal. Hein. Et la quatrième catégorie, qui est la dernière, c'est ceux qui sont à la fois intelligents et bons. Ben ça, c'est la perle rare. Et ce sont ceux-là qui devraient nous diriger les entreprises, diriger les pays, les leaders politiques, etc. Devraient tous être des gens qui sont à la fois intelligents et bons. Exemple de gens qui étaient intelligents et bons, ben, c'est le meilleur exemple, c'est Jésus, et puis tous ces missionnaires font partie de cette catégorie-là. Maintenant, je vous pose une question. Quelle est la pire des catégories de ces quatre qu'on vient de voir? C'est ceux qui sont intelligents, mais pas encore bons, ceux qui utilisent leur intelligence pour faire le mal. Ça, c'est les pires. Et bon, j'en ai connu quelques-uns au boulot, hein, dans les équipes et tout, mais moi, ma conclusion, c'est, je suis un peu dur, hein, plutôt on s'en débarrasse, mieux c'est. Hein, parce que ce sont des gens qui peuvent vous détruire une équipe, peuvent démolir une entreprise, peuvent démolir un pays. Hein. Ils sont en général poussés par l'égoïsme, hein, et ils vont travailler avant tout pour eux, et la collectivité, elle passe après. Ben, c'est les pires. Hein, c'est des gens avec lesquels voilà, il faut avoir beaucoup de patience et beaucoup d'intelligence d'ailleurs pour travailler avec eux, pour savoir comment les manipuler. Enfin, comment les manipuler, comment, je ne parle pas manipuler dans le sens péjoratif, hein, c'est comment vivre avec eux. Hein. J'ai eu des expériences aussi dans ce domaine-là, certains de mes chefs qui étaient un peu comme ça, et j'ai réussi à survivre en plaçant des limites, en leur disant, bon, écoute, voilà, moi, je veux bien faire plein de choses, même si c'est pour te faire mousser, ça ne me dérange pas de le faire, mais ne me demande pas de faire des crasses à d'autres gens. Moi, je suis un peu direct dans mon langage, parce que ça, je ne pourrais pas le faire. Et puis, chacun, en fait, a respecté ça. Hein. Ils ont dit, bon, voilà, lui, je peux compter sur lui pour telle et telle chose, mais je ne peux pas compter sur lui pour telle autre. Et en même temps, les faire réfléchir un peu, quoi. Et bon, ben, bon an, mal an, j'ai quand même réussi à vivre, à continuer à travailler avec eux. Voilà.
Et donc, une question que j'adore dans le livre des esprits, c'est la question 780, où Kardec nous demande le progrès moral suit-il toujours, le progrès moral suit-il toujours le progrès intellectuel? Et Kardec il dit il en est la conséquence, mais il ne le suit pas toujours immédiatement. D'accord? Donc, c'est une question qui est en fait très profonde. Hein. Le progrès intellectuel, c'est vrai qu'il a l'air d'aller très, très vite. Hein. Les gens, pour tout ce qui est intellectuel, apprendre, gagner de l'argent, utiliser la technologie, etc., on se rend compte que les esprits évoluent quand même relativement vite. Par contre, sur le plan moral, ils évoluent moins vite. Mais Kardec, les esprits disent que le progrès moral est la conséquence du progrès intellectuel. C'est-à-dire que le progrès moral finit toujours par suivre le progrès intellectuel, mais pas toujours immédiatement. D'accord? Donc, on va comprendre avec le point suivant, la question 785, pourquoi, hein, et donc, où les esprits nous disent que le progrès intellectuel conduit au progrès moral en faisant comprendre le bien et le mal. C'est donc par l'intelligence qu'on finit par comprendre le bien et le mal. Comme je disais tout à l'heure, on fait quelque chose de mauvais, ça nous retombe dessus, les conséquences négatives nous retombent dessus, donc on se rend compte que ce qu'on a fait, ce n'était pas bien et qu'il vaut mieux éviter de le faire. Vous voyez? Donc c'est l'intelligence qui travaille en disant qu'il faut éviter de faire ça. Et le progrès, voilà. Et donc c'est comme ça que l'intelligence finit par nous montrer où est notre vrai intérêt, comme il le dit. Hein. L'homme alors peut choisir, avec le libre arbitre, encore une fois. Le développement du libre arbitre suit le développement de l'intelligence et augmente la responsabilité des actes. D'accord? Et donc, c'est grâce à la loi du progrès, la loi de l'évolution, le bien et le mal, la loi de cause à effet, ben, que petit à petit, la personne intelligente se rend compte. Alors, le plus grand obstacle aujourd'hui encore, c'est le fait que la personne dit après la mort, c'est fini, on me met dans une boîte, donc tant que je suis vivant, j'en profite un maximum, quitte à passer par-dessus les autres, et en profiter un maximum pour mon confort matériel, etc. Donc le matérialisme qui développe l'orgueil et l'égoïsme, qu'on verra d'ici peu. Et donc, c'est ça qui, avec ce raisonnement-là, l'intelligence, elle est, comment dire, faussée. Hein. Il y a une déviation, on part d'une hypothèse fausse, qui est le fait que l'âme n'existe pas, ne survit pas après la mort, et donc qui nous pousse, par un raisonnement juste, à arriver à une conclusion qui est fausse. Hein. C'est ce qu'on appelle un sophisme. Mais ces esprits-là finissent par se désincarner. On en voit dans les réunions médiumniques, hein, qu'on a redémarré, là, les réunions médiumniques virtuelles. Et on se rend compte que ils sont perdus dans l'au-delà et ils se rendent bien compte que tout n'est pas fini après la mort et que voilà. Et donc, par la force des choses, hein, ils souffrent les conséquences de ce qu'ils ont fait, de leurs pensées matérialistes dans leur vie, et ils finissent donc par revenir, programmer des réincarnations dans des situations qui les aideront à comprendre le spiritualisme et à sortir de ce paradigme matérialiste dans les autres vies. Vous voyez comment le progrès se fait et comment l'intelligence aide du progrès intellectuel donc à se transformer en progrès moral. D'accord? Voilà, c'est à partir du moment où si l'homme est spirituel, l'être humain qui est spiritualiste, il va dire j'ai une âme. Hein, la situation de l'âme après la mort va dépendre de ce que j'aurais fait de bien ou de mal dans cette vie. Donc, mon intelligence me dit ton intérêt, c'est de faire le bien. Vous voyez? Et c'est comme ça que l'intelligence, le progrès intellectuel finit par conduire au progrès moral, mais pas toujours immédiatement, parce qu'il y a beaucoup de gens ils reviennent dans la matière, ils retombent dans les mêmes travers, dans les mêmes excès, ils oublient, ils sont entêtés, etc. Et ils souffrent de ce plus grand obstacle au progrès, hein, qui est le point suivant, la question 785 toujours du livre des esprits, où Kardec demande
Excusez-moi, j'ai un cheveu. Ah voilà, il est parti. Quel est le plus grand obstacle au progrès? La réponse des esprits, l'orgueil et l'égoïsme. Je veux parler du progrès moral. Donc, l'orgueil et l'égoïsme, c'est les plus grands obstacles au progrès. Non, moi je sais, l'âme n'existe pas, ne peut pas exister, je ne la vois pas, donc elle n'existe pas. C'est des raisonnements orgueilleux, hein, et qui poussent aussi à l'égoïsme. Donc, j'ai qu'une vie, donc j'en profite un maximum, quitte à passer par-dessus les autres. Et donc, l'orgueil et l'égoïsme, ce sont ces deux montagnes, hein, qu'il faut déplacer, hein, comme disait Jésus, ces deux monstres qui sont les plus grands obstacles à notre progrès. Donc, l'orgueil, il faut travailler autant qu'on peut pour le transformer petit à petit, doucement mais sûrement en humilité. Et l'égoïsme, ben, le transformer en charité, en fraternité, en altruisme. Hein, développer, cultiver les valeurs opposées. Et donc, à partir du moment où on fait ce travail sur nous-mêmes, hein, ce travail de réforme morale, eh ben, là, on reprend la pente ascendante de l'évolution. Et qui dit évolution vers le bonheur. Voilà. Est-ce qu'on veut être heureux? Oui, hein, tout le monde veut être heureux. Est-ce qu'on veut être heureux maintenant ou est-ce qu'on veut rester orgueilleux et égoïste et être heureux que plus tard? Maintenant, on va être heureux maintenant. Donc, travaillons contre notre orgueil et notre égoïsme. Car le progrès intellectuel marche toujours, il dit. Donc, c'est ça qui fait que, vous voyez, le progrès intellectuel, la personne qui est intelligente, qui a des connaissances, qui a fait l'école polytechnique, l'université, l'école normale, je ne sais pas quoi, ça, quelque part, souvent, ça stimule son orgueil. Vous voyez, le progrès, et c'est ça qui fait que l'un ne suit pas toujours l'autre. Hein, ça monte à la tête, comme on dit. Hein. Le progrès intellectuel, lui, marche toujours. Hein. Il semble même au premier abord donner à ses vices un redoublement d'activité en développant l'ambition, l'amour des richesses qui, à leur tour, excitent l'homme aux recherches qui éclairent son esprit. Voilà, donc l'ambition, l'amour des richesses, hein, ça, c'est pas la peine de. Il ne faut pas regarder loin autour de nous, on trouvera rapidement des exemples. Hein. Voilà, mais d'un autre côté, voilà, ça développe quand même la loi du travail. On fait des erreurs, on subit les conséquences des erreurs, donc notre esprit finit par s'éclairer. C'est ainsi que tout se tient dans le monde moral comme dans le monde physique et que du mal même peut sortir le bien. Donc ça, c'est une expression qu'on voit souvent. Hein. Derrière une mauvaise chose, il y a toujours de bonnes choses hein, la guerre qui était au siècle dernier, qui était horrible, les guerres, hein, mais il y a eu des conférences sur la paix, il y a eu la communauté européenne, il y a eu plein d'initiatives pour pacifier, etc. Ce n'est pas suffisant, on le voit encore aujourd'hui, il y a toujours encore la guerre froide, il y a toujours encore des pays qui poussent à développer de nouveaux armements, les missiles nucléaires hypersoniques et j'en passe, hein, impossible à intercepter. Bon, ça sert à quoi tout ça? Le jour où l'intelligence de l'homme fera comprendre que bon, si on détruit la Terre, il n'y aura plus qu'à passer quelques vies et quelques générations dans des trous, des abris anti-atomiques. Une fois que les gens ils auront compris ça, ils se rendront compte de l'inutilité totale de tout ce genre d'artefacts. Hein. Là encore un exemple comment l'intelligence amènera aussi le progrès moral. Et du mal même peut sortir un bien. On a vu le Covid, par exemple. Bon, c'est une épreuve collective, hein, une pandémie. Il y a eu des millions de morts dans le monde, hein, mais ça nous a aidé à développer tout un certain nombre de choses. Beaucoup de gens se sont reposés des questions, ont changé de travail, se sont mis à des activités plus durables, sont sortis des grandes villes pour aller vers la campagne, etc. Et donc, nous, par exemple, les outils qu'on utilise là pour faire ce cours en virtuel ont été développés. C'est pour ça que Renaud, qui habite l'île de la Réunion, peut être avec nous ce matin. Alors que dans le temps, ce cours, je le rappelle, on le donnait à Tannes, dans un local au 15 rue Marcilly. Venait qui pouvait, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien là-bas. Et donc, on était à, pareil, 4, 5, 6, 10 quand ça allait bien pour suivre le cours, alors que maintenant, hop, le cours a pu prendre une autre dimension. Donc, tout ça, alors ce n'est pas grâce au Covid, hein, puisqu'on a commencé un peu avant en virtuel, mais beaucoup de choses, même les réunions médiumniques, maintenant, on les fait en virtuel. Hein, et
alors qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus de restrictions, on pourrait se dire, tiens, ben, on va refaire des réunions présentielles. Et ben, on se rend compte que ben, le gars qui vient, nous, Tannes, c'était une petite ville, hein, donc il y en a qui venaient, qui faisaient 50, voire 70, 80 km en voiture pour venir. Là aussi, on se dit, est-ce que c'est vraiment respectueux de l'environnement et puis on le voit avec l'augmentation du prix des combustibles, bon, qui s'est un peu atténué, mais bon, il ne faut pas se faire d'illusions, ça va remonter, hein. Donc, trouver des moyens donc, plus durables et plus économiques de se rencontrer, même si ce n'est pas présentiel. Voilà. Ou si on fait un présentiel une fois l'an, genre Végimont, comme ce sera le cas la semaine prochaine. Donc, c'est très bien. Et le reste du temps, on peut, à partir du moment où on se connaît, et même là, plusieurs d'entre nous, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Pourtant, le cours, il fonctionne quand même. Vous voyez. Et donc, par la force des choses, on va être amené à utiliser des solutions. Et donc, c'est derrière la pandémie, sont sortis toute une série d'outils, de méthodes, de travail et tout, qui ont permis que, voilà, au lieu de faire des conférences dans des salles avec une dizaine de personnes, aujourd'hui, on voit que les conférences sont assistées par des centaines, parfois même plus d'un millier de visualisations, hein. Donc, on atteint beaucoup plus de gens. On a fait un saut quantique dans la diffusion. Alors, mais cet état de choses n'aura qu'un temps, il changera à mesure que l'homme comprendra mieux qu'il y a, en dehors de la jouissance des biens terrestres, un bonheur infiniment plus grand et infiniment plus durable. Donc, vous voyez, les esprits sont très clairs, parce qu'effectivement, est-ce que la matière, c'est durable pour nous? Non. On va tous, tôt ou tard, mieux vaut tard que tôt pour certains, mais bon, après, quand je vois ma tante, par exemple, quand on devient grabataire avec l'âge, Alzheimer et tout, en se disant, ben, il vaut mieux pas aller trop loin non plus, ben, tous, un jour, on va retourner de l'autre côté, hein. Et donc, le jour où on retournera de l'autre côté, ben, c'est là où on se rendra compte que tout ce qui est matériel, ça reste ici. Donc, la matière, ce n'est pas durable. Notre esprit, lui, il est immortel. Hein, mais les biens matériels qu'on a dans une vie, le jour où on retourne de l'autre côté, on laisse tous ici, tous, tout, hein. Et puis les héritiers, ils en feront ce qu'ils voudront, hein. S'ils veulent le gaspiller, le dilapider, voilà, on aura nos yeux spirituels pour pleurer si on est encore attaché à ces choses-là. Et si on n'est pas attaché à ces choses-là, ben, on se rend compte qu'on aura bien fait de cultiver quand même l'humilité, toutes ces qualités morales, hein. C'est cette évolution morale et intellectuelle d'ailleurs qu'on emmènera avec nous. On emmènera notre intelligence et notre conscience. Voilà. Et donc, c'est ça qui est infiniment plus durable. Donc ça nous donne une vision dans cette loi d'évolution. D'accord? Alors, par voie de conséquence, et une autre question que j'aime bien dans le livre des esprits, que j'ai certainement déjà cité plusieurs fois, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, c'est la question 799. Hein, où Kardec demande de quelle manière le spiritisme peut-il contribuer au progrès, à cette évolution. Réponse des esprits, en détruisant le matérialisme, qui est une des plaies de la société. Il fait comprendre aux hommes où est leur véritable intérêt. La vie future n'étant plus voilée par le doute, l'homme comprendra mieux qu'il peut assurer son avenir par le présent. En détruisant les préjugés de secte, de caste et de couleur, il apprend aux hommes la grande solidarité qui doit les unir comme des frères. Donc, vous voyez là une réponse qui est vraiment magnifique, hein. Détruire le matérialisme, pas avec de la violence, mais avec des arguments, en montrant nous avons une âme, hein. Regardez les EMI, le cerveau ne fonctionne plus, pourtant la personne, elle a quand même des perceptions, parfois de choses réelles, hein, qui ne sont pas passées par ses organes matériels et par son cerveau. Donc, il y a bien des perceptions qui se font indépendamment du corps physique. Donc, nous avons une âme. Vous voyez, c'est ça les arguments qu'il faut qu'on utilise pour détruire le matérialisme, mais toujours avec respect. Si vous voyez un matérialiste qui fait du bien et qui est charitable, surtout, n'allez pas le déranger. Laissez-le faire le bien et la charité. Parce que de l'autre côté, on voit beaucoup de spiritualistes, de religieux, voire même de spirites, qui ne font pas grand-chose. Donc, il vaut mieux un matérialiste et un athée qui fait le bien et la charité qu'un spirit qui ne fait rien. D'accord ?
Mais les idées matérialistes, il faut effectivement les détruire. Et donc, ouais, pour un matérialiste, ça ne sert à rien de parler de médiumnité, de réincarnation. Non, il faut déjà, s'il n'est pas convaincu qu'il a lui-même une âme, comment est-ce qu'il va croire que l'âme se réincarne, qu'elle survit après la mort et qu'elle peut communiquer? Non, il faut vraiment commencer par le commencement en essayant de convaincre qu'il a une âme. À partir du moment où il admet cette idée qu'il a une âme, les autres questions viendront naturellement. C'est la deuxième étape. La vie future n'étant plus voilée par le doute, l'homme comprendra mieux qu'il peut assurer son avenir par le présent. Donc, si tout se termine dans le cercueil, autant en profiter un maximum avant qu'on y aille. D'accord? Ça, c'est l'idée du matérialiste, quitte à passer par-dessus les autres. Et c'est en ça que le matérialiste excite l'orgueil et l'égoïsme. Par contre, si on devient spiritualiste, on dit oui, mais l'esprit survit après la mort, donc quelle est la situation de l'esprit après la mort en fonction de ce qu'il a fait de son vivant? C'est ce que Kardec illustre dans la deuxième partie du Ciel et l'Enfer, notamment exemple à l'appui. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous fait comprendre que notre avenir, donc ce qui se passera après la mort, ça dépend de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, de savoir aussi qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui pour qu'on se soit meilleur le jour où on se partira de l'autre côté. Évidemment, on est dans la matière, il faut vivre dans la matière, il faut travailler, il faut avoir un minimum de confort, il faut éviter le luxe, etc., évidemment. Donc, rien n'empêche d'être riche ou avoir du confort, mais il faut bien qu'on se dise, il faut l'utiliser pour faire le bien. On a des talents, utilisons-les dans le bon sens. On a des outils comme Internet, plutôt que de montrer des choses, des vidéos futiles ou des choses inutiles, voire même trompeuses, utilisons-les pour diffuser le bien. Utilisons tous ces outils dans le bon sens. Et c'est en faisant ça que, en fait, aujourd'hui, on prépare demain. Ce qu'on a fait hier, les erreurs qu'on a fait hier, ça ne sert à rien de se lamenter, de regretter, de pleurer. On ne peut pas retourner dans le passé et faire autrement, ce n'est pas possible. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est beaucoup plus important parce que ça, oui, ça conditionne ce qu'on sera demain. En détruisant les préjugés de sectes, de castes et de couleurs, il apprend aux hommes la grande solidarité qui doit les unir comme des frères. Alors, ces préjugés de sectes, de castes et de couleurs, malheureusement, on les voit beaucoup. Mais là aussi, le spiritisme explique clairement, oui, mais c'est les mêmes esprits qui sont dans toutes les sectes, dans toutes les castes et dans toutes les couleurs. L'esprit qui est dans une caste peut très bien se réincarner dans une autre caste la vie suivante. Le riche peut réincarner pauvre ou vice-versa. L'homme peut réincarner femme, ou le blanc peut réincarner chinois ou réincarner noir. Donc, les esprits, ce sont les mêmes. Et donc, de fait, le spiritisme, c'est un des plus grands contributeurs donc, contre tous ces préjugés, contre le racisme. C'est un des plus grands contributeurs à la cause féministe aussi, à l'arrêt des discriminations entre l'homme et la femme, par exemple. Vous voyez ? Et donc, c'est là il apprend aux hommes la grande solidarité, cette fraternité. Tous frères, tous fils du même Créateur. Et donc, on a ce devoir de solidarité entre nous. D'accord? C'est la question 799. Voilà donc pour l'introduction sur cette loi du progrès. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Pas de questions? Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail. Voilà. Alors, on a un des participants du cours il y a quelques années qui avait un peu de mal avec la liberté. Il dit c'est faux, le libre arbitre n'existe pas, l'homme n'est pas libre. Je dis mais pourquoi? Il dit parce que on est condamné à progresser. Je dis ah ben ça oui, la loi du progrès c'est une loi naturelle. Donc, notre liberté ne peut pas aller à l'encontre des lois naturelles. Vous voyez. Donc, une loi naturelle, c'est la loi du progrès. Donc, on peut y résister en restant stationnaire. On ne peut pas régresser. Par contre, on est condamné à progresser. Tôt ou tard, on deviendra meilleur, plus intelligent, on se rapprochera petit à petit de Dieu.
Et ça, c'est, comment dire, une loi naturelle. Voilà, donc, si on dit, bon, voilà, je ne suis pas libre de pouvoir régresser et tout, c'est vrai. C'est comme quand vous sautez de la tour Eiffel, vous n'êtes pas libre de ne pas tomber. Une fois que vous avez sauté, ben, vous tombez. Hein, vous ne pouvez pas dire, non, maintenant je ne veux plus tomber, je veux remonter. Ben, ça n'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire l'application des lois de la nature à chacun d'entre nous, celle-là, elle est effectivement, comme il dit ici, inexorable. Oui, Michel? Oui, Charles, euh, je voudrais raconter juste une petite anecdote Oui, à propos de l'existence de l'âme. oui, oui. Cet été, j'ai eu un client qui est venu à la pharmacie avec une plaie qui n'était pas très jolie, qui avait beaucoup de mal à cicatriser, une plaie qui était, on le voyait bien, une ancienne plaie sur une cicatrice d'éventration. Et donc, je lui ai dit qu'il fallait qu'il aille voir son médecin. Peut-être qu'il allait devoir un peu repasser sur la table, etc. Il me dit, ah non, non, je ne veux pas parce que en 2003, j'ai été opéré et j'en garde un très mauvais souvenir. Du coup, je demandais ce qui s'était passé. Il me raconte, il avait écouté un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, il me dit, je vois le chirurgien avec son masque, etc., le téléphone à la main, en train de dire, on ne va pas le récupérer, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Là, je ne sais pas quoi faire, il faut qu'on le récupère. Et moi, j'étais en train de lui parler, il me raconte, je lui disais, si, si, il faut que je revienne, il faut que tu me récupères, il faut que je revienne. Donc, il entendait le chirurgien, il voyait le chirurgien avec son téléphone à la main, et voilà, il me raconte ça. Et il me dit, et tu comprends? Et le gars, il ne me répondait pas. Et alors, je lui dis, tout naturellement, ben, bien sûr, puisque tu étais mort, je lui ai dit. Je t'avoue qu'il a fait une drôle de tête. Et en Il fait, a fait une EMI, en fait, c'est ça? il n'avait pas compris exactement l'expérience qu'il avait vécue il y a 20 ans. Et là, il continue de me raconter, ah, ben oui, je lui dis, bien sûr que tu étais mort. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas t'entendre. C'est pour ça que en fait, ton âme, ton esprit s'est détaché de ton corps. Tu as vu ce qui se passait alors que tu étais inconscient sur la table. Il me dit, oui, c'est vrai. Il me dit, je comprends pourquoi le chirurgien a fait une drôle de tête quand je lui ai raconté après ce qui s'est passé. Et il m'a jamais rien dit. Et en fait, donc maintenant, il a compris ça. Et donc, il se met à chercher, etc. Et là, une des conséquences de cette petite anecdote, c'est que quelques jours après, il y a un chirurgien que je connais qui est expert auprès des tribunaux et avec qui on discute parfois. Et je lui parle de ça. Il me dit, ah oui, mais c'est normal parce que de temps en temps, on peut entendre quand même. Je dis, oui, mais là, il voyait. Et le chirurgien qui était plutôt matérialiste, qui avait du mal à croire ça, j'ai dit, oui, il avait vu le médecin avec le téléphone à la main et avec le masque, etc. Et ce qui était la réalité. Alors, c'est vrai qu'il y a des, comment dire, il y a des personnes encore qui ne se rendent pas compte de l'existence de ces phénomènes. Pourtant, Dieu sait si on en parle depuis maintenant plus de 50 ans. Eh bien, certains médecins, certaines personnes, pourtant qui sont encore intelligentes, enfin, je veux dire, qui ont un savoir, quoi, eh bien, n'arrivent pas encore à se rendre compte de cette chose-là, ne le reconnaissent pas ou désirent rester les yeux fermés là-dessus, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est en train de se développer, de se savoir de plus en plus. On en parlait, je crois, l'autre jour. Et c'est vrai qu'avec les méthodes de réanimation que nous avons, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'expériences de mort imminente. Alors, c'est peut-être encore un message de là-haut, hein, comme il y a 150 ans, c'était les esprits qui venaient. Peut-être qu'à l'heure actuelle, ce sont justement ces expériences de mort imminente qui peuvent nous faire progresser là-dessus et faire comprendre aux derniers, entre guillemets, matérialistes que, eh bien, il existe autre chose que la matière. Alors, c'est Voilà. intéressant hein, ce que tu nous dis parce que, tu vois, en fait, l'EMI, c'est un des phénomènes les plus modernes. Hein. Enfin, il a toujours existé, mais qui se multiplie aujourd'hui et dont on parle depuis le livre de Raymond Moody dans les années 70, hein, 1970, donc ça fait déjà un moment. C'est le phénomène le plus fort pour prouver qu'on a une âme. Le corps ne fonctionne plus et pourtant la personne, elle a des expériences incroyables, fortes, qui la changent complètement et souvent elle a perçu des choses qui sont réelles qu'elle ne pouvait pas percevoir par ses sens physiques normaux. Hein. Donc,
Et je vois donc par l'exemple que tu nous dis, même certaines personnes, même en passant par ces expériences-là, ça ne leur suffit pas pour comprendre. Et donc, c'est une des raisons, enfin, c'est ce qui nous motive. Il faut qu'on communique plus, nous, les spirites, sur les EMI, qu'on apporte les explications, qu'on encourage ces personnes, parce que l'expérience dont tu nous parles, Michel, montre que la personne, une fois que tu lui as expliqué, elle avance, elle comprend, hein, elle se met en recherche, etc. Parce que c'est ça qui est le plus essentiel. À partir du moment où cette personne sort du matérialisme et commence à avoir, par son expérience personnelle à elle, comprendre qu'elle a une âme, ça va la changer, elle va modifier complètement son raisonnement. Alors, je ne sais pas, vous, bon, moi, j'étais pas matérialiste, hein, j'ai jamais été athée, j'ai eu l'éducation catholique, etc. Mais bon, j'étais plutôt indifférent parce que je ne trouvais pas des réponses aux questions que je posais, je ne comprenais pas, ça ne me paraissait pas clair, pas logique. Je soupçonnais qu'il y avait des manipulations, qu'il y avait beaucoup des intérêts de l'Église qui étaient matériels et financiers, etc. Donc je me suis un peu éloigné de tout ça. Et puis c'est dans ma jeunesse, je me comportais un peu comme un matérialiste en disant on va en profiter un maximum, etc. Hein. J'ai commencé comme ça. Hein. Et une fois que voilà, j'ai été mis en face d'un phénomène et que j'ai commencé à m'intéresser au spiritisme, et c'est exactement ce qu'ils décrivent là qui s'est passé avec moi. C'est-à-dire, je me dis, punaise, mais c'est vrai. Donc, si j'ai une âme, si cette âme survit, une fois que j'avais lu les livres de Kardec, ça m'a quand même profondément transformé. Et il y a beaucoup de choses que je faisais avant qu'aujourd'hui, je ne fais plus. Pas tout, malheureusement. Hein. Ou heureusement, puisque je faisais quand même des bonnes choses aussi avant. Mais on ne se débarrasse pas de tous les boulets comme ça d'un jour à l'autre. Hein. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que je faisais que je ne fais plus. Hein. J'ai pu mesurer, entre guillemets, sur moi-même l'effet moralisateur du fait d'être convaincu qu'on a une âme et puis qu'elle survit après la mort. Donc ça s'est passé certainement chez beaucoup d'entre vous. Alors bon, après, si vous êtes ceux qui sont nés spirites, dans un foyer spirit et tout, c'est peut-être différent, quoi. Mais ceux qui, comme moi, ont commencé par le matérialisme ou l'indifférence, en devenant spirit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et c'est le but, en fait, hein, c'est ça. Pas de devenir parfait, évidemment. Moi, je suis loin d'être parfait. Je traîne encore beaucoup de boulets, comme je dis toujours. Mais il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles je me suis sensiblement amélioré grâce au spiritisme. Et c'est là où on arrive à mesurer cette loi du progrès sur nous-mêmes. Oui. Où on peut l'observer aussi chez les proches ou par exemple chez des personnes comme celle que vient de citer Michel. Voilà, donc bon, ça on l'a vu, le progrès. Alors, le progrès chez les esprits est le fruit de leur propre travail, d'accord. Donc, personne ne progresse sans travail. Hein. On verra ça avec la loi du travail les semaines à venir, là. Le progrès, ça ne tombe pas du ciel. Hein. Ça nous demande quand même de l'effort, hein, notamment pour déplacer les montagnes de l'égoïsme et de l'orgueil. Et donc, comme on est libre, il y en a qui travaillent plus ou moins à leur progrès, et donc il y en a qui progressent plus ou moins vite. Et c'est pour ça que on voit toutes ces disparités sur la Terre. Vous avez des gens qui ont progressé beaucoup, qui sont très élevés intellectuellement et moralement, et d'autres qui le sont très, très peu. Et pourquoi? Bon, c'est parce que peut-être il y en a celui qui a eu progressé, il a eu plus le temps parce qu'il a été créé avant celui qui a eu moins le temps de progresser. Donc ça peut être une explication. Et la deuxième explication, c'est il y en a un qui travaille de façon plus assidue et plus forte et plus efficace à son progrès, et l'autre pas. L'autre, il est plutôt voilà, dans le laisser-aller, on verra demain, etc. Donc ça aussi, ça peut expliquer ces disparités. Et le troisième élément qu'on peut voir là, c'est que c'est nécessaire d'avoir des gens évolués et des gens moins évolués ensemble. C'est ce qu'on verra dans la loi de société, parce que l'élève a besoin de professeurs, parce que voilà, le moins évolué a besoin de celui qui est plus évolué pour lui montrer le chemin. D'accord? Voilà. Et donc, ceux qui ne veulent pas progresser peuvent passer des siècles, voire même des millénaires stationnaires,
Régresser, ils ne peuvent pas. On ne peut pas régresser. On peut régresser dans la vie matériellement parlant, mais dans le progrès de l'âme qui est intellectuelle et morale, on ne peut pas régresser. Ce qu'on a acquis, on l'a acquis. On ne revient pas en arrière. Et souvent, on dit, tiens, mais telle personne, elle est gentille, et puis d'un coup, elle a pété un plomb, elle est devenue mauvaise, méchante. Ce n'est pas une régression. C'est parce qu'on pensait que la personne était gentille, les occasions manquaient pour révéler la vraie nature de son âme. Voyez, on le voit souvent chez des personnes âgées, quand la démence commence à s'installer. J'ai eu 2 exemples de très proches dans ma famille. Donc, ma mère, qui était une personne relativement simple, mais voilà, quand la démence est venue, on la voyait se poser des questions, évidemment, mais continuer à être bonne, charitable, à aimer, faire tout ce qu'elle pouvait, résigner un peu dans la difficulté, coopérer, faire le maximum pour dépendre des autres le moins possible, etc. Donc, c'est là où on voit que, c'est sûr, c'est ma maman, mais qu'elle avait une belle âme. Franchement, elle m'a donné une leçon de vie. Alors que j'ai un autre cas assez proche aussi, qui était l'inverse. La personne, au fur et à mesure qu'elle est devenue démente, elle est devenue méchante, elle n'acceptait pas, elle se révoltait, elle ne se lavait plus, et donc finalement obligée d'être internée, entre guillemets, un peu de force, et alors en général, ça ne se passe pas bien. Voilà. Donc on voit la différence entre la personne qui était, toutes les deux, qui étaient apparemment bonnes et gentilles dans leur vie, quand l'occasion se présente, là, on voit le vrai caractère qui ressort. Voilà. Et donc, il y en a qui peuvent croupir de longs siècles dans les rangs inférieurs. Voilà. Et c'est les propres à chacun selon ses œuvres, nous disait Jésus. Voilà. Donc, le progrès intellectuel qui amène au progrès moral, on l'a vu. L'incarnation, elle est nécessaire pour le progrès moral et intellectuel de l'esprit. Au progrès, donc, quel est le but de l'incarnation? Certaines philosophies disent que l'incarnation sur la terre, c'est une punition. Non. Le spiritisme dit que ce n'est pas une punition. L'incarnation sur la terre est nécessaire à l'esprit pour son progrès. Et c'est nous-mêmes qui choisissons de nous réincarner pour avancer. Alors, comment est-ce que l'incarnation nous aide à avancer? Intellectuellement, par l'activité qu'on est obligé de déployer dans le travail. Donc, on est obligé de travailler pour subvenir aux besoins d'ordre matériel de nous, de la famille, des enfants, etc. Donc, on est obligé de se creuser la tête pour trouver du travail, pour faire quelque chose de productif, d'utile, pour recevoir les moyens matériels nécessaires. Et au progrès moral, par le besoin que les hommes ont les uns des autres. Voilà, on se rend compte qu'on est tous dépendants. Pendant le Covid, on était content qu'il y avait des infirmières, des médecins, des aides-soignants, des éboueurs, des opérateurs de centrales électriques, des chauffeurs de camions, etc., pour qu'on puisse continuer à avoir de la nourriture et des soins. Voyez. Donc, c'est là où on voit que on est tous dépendants les uns des autres. On ne peut pas tout seul, quand on regarde tout ce qui est autour de nous, cette dépendance qu'on a, on se rend compte que c'est nécessaire, la loi de société. Et donc, ça nous aide donc à notre développement moral. La vie sociale est la pierre de touche des bonnes et des mauvaises qualités. Ouais. La bonté, la méchanceté, la douceur, la violence, la bienveillance, la charité, l'égoïsme, l'avarice, l'orgueil, l'humilité, la sincérité, la franchise, la loyauté, la mauvaise foi, l'hypocrisie, tout ce qui constitue l'homme de bien ou l'homme pervers a pour mobile, pour but et pour stimulant les rapports de l'homme avec ses semblables. C'est une belle phrase aussi. Alors, une seule existence corporelle ne suffit pas. J'ai un petit peu progressé dans cette vie, mais je suis loin du but. Donc, il m'en faudra d'autres, il faudra que je revienne. C'est pour ça qu'il faut plusieurs vies. C'est la réincarnation qui nous aide dans ce sens. Dans chaque existence nouvelle, on apporte ce qu'on a acquis dans les existences passées, en intelligence et en moralité, même si parfois, selon nos propres choix, certaines facultés qu'on a restent en sommeil dans une vie. On la garde, on ne la perd pas, elle restera toujours dans notre esprit, elle reviendra soit dans notre tour du monde spirituel, soit dans une vie prochaine. Voilà. Et chaque existence nous permet de gravir un degré sur une marche
sur l'échelle d'évolution, l'image de l'échelle de Jacob dans la Bible. Voilà. Alors après, Kardec, il nous parle aussi des enfants. Comment est-ce qu'on peut reconnaître si un enfant est évolué ou pas? Il faut regarder les tendances instinctives, les idées innées. Il peut y avoir des enfants bons dans un milieu pervers et l'inverse, des enfants pervers dans des enfants vicieux dans un milieu bon. Donc, le fait d'être dans un bon milieu, ça va aider l'esprit pervers à évoluer. Mais s'il est pervers, il ne deviendra pas un ange en une seule vie, ce n'est pas possible. Et donc, même dans un milieu pervers, l'esprit bon, il arrivera à surnager. Vous avez des gens qui sont très très bien et qui sont nés dans des bidonvilles, des choses comme ça, on en voit toujours des exemples. Donc, l'éducation, c'est important, mais l'essentiel, l'esprit l'amène avec lui, c'est son bagage évolutif, intellectuel et moral, que personne ne peut lui prendre et qu'il apporte avec lui en renaissant. L'orgueil et l'égoïsme, on l'a vu. Voilà. Le bonheur sur la terre, il ne peut que être relatif. Le vrai bonheur, c'est que des esprits parfaits, ceux qui ont atteint un degré d'évolution tel qu'ils n'ont même plus besoin de se réincarner. L'homme, on a fait beaucoup de progrès intellectuels, Kardec le disait, l'homme a accompli jusqu'à ce jour, non, ça c'est Léon Denis, d'incontestable, donc c'était il y a 100 ans, d'incontestables progrès. On est arrivé à des résultats qu'on n'avait jamais atteints au niveau des sciences, des arts, du bien-être. Mais au niveau de la moralité, on a évolué aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des choses qui ont été faites après les guerres pour prévenir au niveau de la situation sociale, de l'assistance sociale. Il y a encore beaucoup à faire, mais il y a beaucoup qui a été fait. Si on compare par rapport à Zola, par rapport à 100 ou 150 ans en arrière, voilà, les conditions de vie se sont quand même bien améliorées, même pour les classes pauvres, que ce qu'elles étaient il y a encore un siècle. Voilà. Mais il reste encore beaucoup à faire. On voit qu'il y a malheureusement beaucoup de pays où il n'y a pratiquement rien qui a été fait, des pays où la corruption règne, des pays où il y a encore des guerres. Donc il y a encore du pain sur la planche. Voilà. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Voilà, toutes les époques de l'histoire, les grandes crises sociales ont été suivies d'une ère de progrès. Donc, il faut espérer maintenant que, avec les événements d'aujourd'hui aussi, on arrive à un progrès. Parce que, je le répète, on voit le changement climatique qui se fait. Il y a un typhon qui est en train de se former sur l'Atlantique. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, tant qu'il reste sur l'Atlantique, bon, ça va. Mais si jamais il commence à venir sur les côtes et rentrer dans les terres, c'est des choses qu'on n'a pas trop l'habitude, ni au niveau des précipitations, ni au niveau du vent. Donc, on se rend compte que matériellement, avec les sécheresses, la grêle, ça va être de plus en plus difficile. Il va falloir qu'on s'adapte. Les plantations qui souffrent de tous ces événements climatiques, il va falloir qu'on change, il va falloir qu'on s'adapte, qu'on se serre un peu la ceinture. Là, avec la guerre en Ukraine, il n'y aura peut-être pas, tout le monde parle de possible pénurie de gaz. Et oui, voilà. Donc, on ne peut plus continuer comme avant. Ce sont des choses qui sont là et qui nous poussent à dire, même ici dans la matérialité, ayons des comportements, des modes de consommation qui sont beaucoup plus durables, beaucoup plus respectables de l'environnement. Et c'est l'année dernière, donc avant toutes ces choses-là, que je suis allé voir le garde champêtre à côté, là, en lui disant, tiens, est-ce qu'on pourrait avoir du bois de chauffage? Oui, oui, pas de souci. Et puis, voilà, maintenant, j'ai 5 ou 10 terres de bois. Il fallait le chercher en forêt et tout, évidemment, mais bon, voilà, avec ça, je ferai tout ce que je peux cet hiver pour consommer le moins possible de gaz pour le chauffage. Au niveau de l'électricité, c'est pareil, on termine de changer les ampoules qui consommaient encore beaucoup, on essaye isoler les maisons, faire tout ce qu'on peut. Il faut absolument aller dans ce sens-là. Il faut qu'on diminue notre consommation. Non. Et là, moi, comme ce que je vous explique, je l'ai fait parce que j'ai voulu, je n'ai pas fait parce que j'ai été obligé.
hein. Donc, tant qu'on fait parce qu'on le veut, hein, ça va. Mais si ça ne va pas assez vite, il y aura des lois qui diront ben, maintenant, ou alors carrément, ben, on coupe l'électricité de telle heure à telle heure. Si vraiment il n'y en a plus, c'est bien, il faudra bien prendre des mesures de ce genre. Voilà, donc autant y aller de façon programmée et volontaire que de façon subie. Voilà. Et donc ça fait aussi partie de notre évolution, hein, d'arrêter d'abuser des choses matérielles. Voilà. Ce n'est pas le spiritisme qui crée la rénovation sociale, c'est la maturité de l'humanité qui fait de cette rénovation une nécessité. Et c'est tout à fait ça. Par sa puissance moralisatrice, par ses tendances progressives, par l'ampleur de ses vues, par la généralité des questions qu'il embrasse, le spiritisme est, plus que toute autre doctrine, apte à seconder le mouvement régénérateur. C'est pour cela qu'il en est contemporain. Il est venu à un moment où il pouvait être utile, car pour lui aussi, les temps sont arrivés. Plus tôt, il eût rencontré des obstacles insurmontables. Hein, si le spiritisme était venu au moment de la royauté, au moment du catholicisme comme religion officielle, Kardec, il aurait peut-être fini sur un bûcher, vous voyez. Donc, Kardec est venu après la Révolution, hein, le spiritisme. Voilà. Plutôt, il eût rencontré des obstacles insurmontables et lui inévitablement succombé parce que les hommes satisfaits de ce qu'ils avaient n'éprouvaient pas encore le besoin de ce qu'il apporte. Aujourd'hui, né avec le mouvement des idées qui fermentent, il trouve le terrain préparé à le recevoir, les esprits, las du doute et de l'incertitude, effrayés du gouffre que l'on creuse devant eux, l'accueillent comme une encre de salut et une suprême consolation. Donc, Kardec a écrit ça dans la Genèse, voyez, donc il y a pareil, 150 ans. Entre-temps, le matérialisme est venu, hein, le confort matériel, le progrès technologique et tout, qui a continué à maintenir ces œillères matérialistes autour d'une grande partie de l'humanité. Mais là, maintenant, ça ne va plus. Hein. Le matérialisme a fait que on a consommé, les ressources de la Terre étant limitées, on se rend compte qu'on a, en quelques décennies, consommé l'essentiel des ressources terrestres. Hein. Les lithiums pour faire des batteries, ben, il y en a encore pour une dizaine, une quinzaine d'années. Après, on ne sait pas trop où on ira chercher le lithium. Hein. Ou il faudra le recycler, ou il faudra trouver d'autres moyens. Hein. Mais la technologie progressera et trouvera certainement des moyens pour reculer encore les choses. Mais tôt ou tard, hein, il faudra qu'on rentre, il n'y en aura plus, hein, et il faudra qu'on rentre dans cette phase nouvelle hein, qui est celle du progrès moral qui en est la conséquence inévitable. Et c'est là où on aura vraiment le pied dans le monde de régénération. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions, puisqu'on est pratiquement à la fin du temps imparti. Donc, je vous ai mis, vous avez vu le programme et ce fascicule sur Skype. Hein. N'hésitez pas à le télécharger, à l'ouvrir, à le lire. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le groupe Skype ou alors vous pourrez les poser au prochain cours, donc qui sera dimanche prochain. Voilà. Ouais. Question 917, commentaire. Ouais, Kardec et Léon Denis, ils avaient bien senti ça. Hein, et ça nous donne la vision ça nous permet de mesurer nous-mêmes, hein, faire cette connaissance de soi, où on est, d'où on vient et vers où on doit aller. Hein, on a un objectif dans la vie. Hein, c'est ce progrès, c'est cette évolution. Hein, c'est quand même mieux de savoir où on veut aller que de ne pas savoir où on veut aller. Hein. C'est Sénèque qui disait il n'y a jamais de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va, ni où il veut aller. Hein. Alors que nous, on sait où on veut aller. Et donc, on arrivera, par notre travail, à rentrer dans ces cercles vertueux avec les guides spirituels qui sont là pour nous aider, hein, à avancer, à progresser beaucoup plus vite qu'on ne le pense.
Pas de questions? Toujours pas de questions, de Non, remarques? tout est clair sur la loi du progrès. Ouais, la loi du progrès, c'est loi morale, c'est vraiment enfin, c'est la partie que je préfère hein, dans le livre des esprits, notamment, ou même dans la philosophie spirituelle en général. Et c'est le retour que j'ai des cours, hein, des différentes personnes qui sont revenues me voir après avoir suivi des séances et tout. Ils me disent, ce sont ces parties-là qui sont vraiment les plus utiles pour notre quotidien, le jour, quoi. Pour ouvrir les yeux, pour nous faire prendre conscience de toutes ces choses et nous donner des outils hein, qui sont nécessaires pour avancer. Voilà, ben écoutez, si vous avez plus de questions, alors on va regarder le programme. Alors attendez, je crois que c'est celui-ci. Voilà, le 11 septembre. Donc on en a un petit peu parlé aujourd'hui puisque tout se tient. Hein. C'est ça que j'aime bien dans la philosophie spirit, pardon, c'est qu'on parle de plein de choses, mais on voit le lien entre ces choses, on voit cette grande cohérence entre toutes ces notions. Hein. Donc on a vu la loi du progrès, là le suivant c'est la loi du société. La loi de société, et donc on verra que la vie sociale est nécessaire. Et pourquoi? Ben, essentiellement pour le progrès. Voilà, il faut qu'il y ait des gens qui aident les autres, des professeurs qui aident les élèves, des gens qui écrivent des livres pour que les gens puissent lire et s'instruire. Donc cette dépendance qu'on a les uns des autres. Voilà. Et puis donc, vous voyez, juste la semaine prochaine, on verra la loi du travail, hein, qui est encore liée, on en a aussi un peu parlé aujourd'hui, hein. C'est par le travail qu'on arrive à avancer. La loi de destruction, hein, donc qui est voilà, tout ce qui est matériel se détruit. Hein, mais en fait, la destruction n'est qu'une transformation, une régénération. Hein. La mort est suivie d'une réincarnation, d'une renaissance, etc. Hein. On verra aussi la loi de conservation, hein, cet instinct de conservation qu'ont beaucoup les animaux, mais qu'a aussi l'être humain. La loi d'égalité qui vient un peu couronner tout ça, hein, cette égalité absolue qui n'existe pas puisqu'il y a différents degrés d'évolution qui sont mélangés, mais l'égalité devant Dieu, c'est-à-dire tout le monde a commencé pareil et tout le monde aura les mêmes chances, les mêmes opportunités. La loi de reproduction, la loi de justice, hein, et donc à la fin, la perfection morale. Voilà. Et donc, c'est là où on aura vraiment toute cette boîte à outils hein, qui nous aidera dans notre travail d'évolution vers le bien, vers le bonheur. Voilà. Ben, écoutez, si vous n'avez pas de questions, de remarques, ben, je vous remercie encore une fois pour votre présence. On remercie aussi les bons esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui. Y compris les esprits qui sont venus assister à ce cours. Et là, dans les réunions médiumniques, en fait, ils viennent de plus en plus nous le dire. Hein. Ils sont chaque fois qu'on fait une étude, une lecture, ils sont là pour apprendre avec nous. Ça les aide énormément. Donc, ça nous aide nous-mêmes, ça aide nos frères incarnés, ça aide aussi nos frères désincarnés. Et donc, on remercie encore une fois tous ces bons esprits pour cette occasion que nous avons eue aujourd'hui de pouvoir réaliser ce travail. Voilà. Ben, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous dis à bientôt. Alors, pour ceux qui veulent, ce soir, hein, pour mémoire, il y a Spiritisme sans tabou, c'est-à-dire questions-réponses. Hein. Donc, c'est à 20h30. Aussi, c'est aussi un lien Zoom que vous pourrez trouver sur le site internet de la Fédération, hein, spiritisme.org. En bas, vous avez le calendrier. Quand vous ouvrez la ligne Spiritisme sans tabou, vous trouverez le lien Zoom pour y accéder. Voilà, donc à ce soir pour ceux que ça intéresse, hein, 20h30. Et sinon, ben, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Et bonne journée à tous. À bientôt. Merci beaucoup, Charles. Au revoir, Merci, Charles. bonne journée à tous.